Bonjour ou bonsoir à tous et merci de participer à ce quatrième webinaire de la journée. Donc cette journée particulière, je vois qu'il y a des participants qui sont déjà venus au premier webinaire de la région, puis il y a des nouveaux participants. Donc je rappelle le principe de ce forum numérique des décideurs. Donc ce sont 4 journées orientées sur les grandes fonctions de l'entreprise. Donc direction financière aujourd'hui, les RH qui auront lieu le 26 mars, une journée sur les DSI, une journée consacrée aux directions commerciales et marketing, avec des thématiques différentes tout au long de la journée. On fera 4 webinaires par jour sur des présentations des études de cas, des présentations de solutions, des présentations de concepts ou de méthodologies et des mots de l'expert, comme on les a amenés. Et c'est le quatrième webinaire de la région, de la journée, pardon. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc je suis un peu fatigué de la voix en tous les cas. Donc le webinaire sur bien comprendre les évolutions réglementaires associées à tous les processus de dématérialisation. Donc processus réglementaires au niveau bien sûr fiscal, comptable ou même législatif. Comment dématérialiser et quelles valeurs doivent prendre les documents dits dématérialisés. Donc pour animer ce webinaire, je serai accompagné de Roger Jiménez, qui est président et consultant de XDMAT, qui est un des partenaires avec lequel Bellara travaille régulièrement. Et puis, j'assurerai donc la présentation ou la modération de ce webinaire, qui sera organisé en 3 grandes parties. Pourquoi dématérialiser, la réglementation et comment mettre en œuvre une réglementation sur ces aspects donc d'organisation autour de la réglementation. Et ensuite, il y aura des questions-réponses qu'on espère nombreuses. Vous aurez la parole à la fin de l'intervention de Roger. Donc, une rapide présentation de Bellara pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, nous, on est une société de service, on est intégrateur de solutions dédié au monde notamment du collaboratif et du décisionnel. Donc, sur ce webinaire-là, on se consacre donc à l'aspect dit collaboratif, donc tout ce qui est gestion des processus d'organisation, des processus documentaires. On est une trentaine de collaborateurs, mais on travaille avec plus de 20 partenaires, dont XDMAT, donc pour enrichir nos prestations, mais aussi notre manière de concevoir nos solutions. On a fait 3 millions 100 de chiffre d'affaires en 2017 d'ailleurs, donc je vois 2016, et on couvre, on a derrière nous en 13 ans d'expérience 450 projets, et on aura facturé 85 clients l'année dernière. Donc voilà globalement Bellara, ce qui nous donne une certaine crédibilité en tous les cas pour pouvoir, ou expertise pour pouvoir prendre en compte des projets dans des contextes très différents, plutôt des PME, PMI, des ETI ou des structures de grands comptes même, puisqu'on peut travailler sur des sociétés de cette catégorie-là. Je vais passer la parole à Roger, donc qui va nous présenter sa structure et puis dérouler sa présentation. Très bien. Bonjour à tous et merci à Bellara de m'avoir permis de participer à cette présentation. Donc, XDMAT, en effet, bien que c'était noté, cabinet n'est pas GED au sens uniquement gestion électronique des documents, mais plutôt maîtrise documentaire au sens global du cycle de vie des documents. On verra un peu l'importance que ça peut avoir, surtout pour maîtriser la finalité des documents dans leur conservation et dans leur valeur probatoire, je dirais, en termes de preuves. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, XDMAT est un cabinet spécialisé uniquement sur ces aspects-là, donc créé en 2011, je dirais, au début, beaucoup d'évangélisation. La dématérialisation, on en parlait beaucoup, mais on en faisait peu, réellement, en tout cas. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes une douzaine avec 3 personnes en recrutement, donc une quinzaine cette année de consultants. Notre objectif étant d'atteindre 20-25, un seuil critique, je dirais, pour un cabinet de notre taille et surtout, je dirais, de notre sur la cible que nous avons, puisque nous voulons rester spécialisés sur cet aspect-là. Voilà, donc c'est un chiffre d'affaires qui augmente, une santé, je dirais, de notre société, qui est un cabinet qui intervient aussi bien dans le public que dans le privé, qui est complètement indépendant de toute solution et qui intervient aussi bien en audit, conformité, de tout ce qui est solution, de processus de mise en œuvre et d'aide au choix de solutions en fonction des contextes. Voilà, donc je suis en train de passer à la page suivante. Oui,
si ça marche. Alors, voilà, XDMAT. Alors, une approche pluridisciplinaire. Alors, c'est important, je ne vais pas trop parler de XDMAT pour parler vif du sujet qui vous intéresse, mais si je parle du côté pluridisciplinaire, c'est parce que c'est un gage de réussite de vos projets. Vous ne pouvez pas, vous, au même titre que XDMAT s'est doté de personnes d'origine différentes, nous ne sommes pas des spécialistes uniquement de l'informatique, hein, même si on a 2 personnes et moi-même issus d'une formation ingénieur d'informatique, informatique et DSI pour ma part. Vous avez des personnes qui viennent du monde du record management, qui sont des spécialistes de la gestion documentaire. Nous avons aussi des gens qui viennent du monde du juridique, une formation juridique, et qui sont DPO, RGPD, pour ceux qui connaissent un peu ces problématiques. Donc, ça veut dire qu'un projet de dématérialisation au sens suppression du document papier dans le temps, qu'il soit nativement numérique ou qu'il soit papier après numérisation, nécessite une vue et une expertise pluridisciplinaire. Sinon, vous aurez un projet qui ou sera pas efficace, efficient, ou sera pas conforme. Et on verra un petit peu tous ces aspects-là dans ce qui va nous intéresser par la suite. Donc, alors, d'abord, pourquoi dématérialiser des factures? Alors, ça tombe sous le sens. Et au début, c'est simplement ou un problème d'efficacité. On veut améliorer la productivité des équipes, on veut améliorer la circulation des factures, supprimer les tâches inutiles, par exemple, en termes de contrôle. Est-ce qu'une facture par rapport à une commande, par rapport au montant, est-ce qu'elle a bien une suite logique, ce qu'on appelle aussi la piste d'audit fiable, ainsi de suite. Donc, on veut pouvoir réduire les délais ou respecter les délais qui peuvent donner lieu sinon à paiement, à délai de paiement et donc à pénalité. Donc, on a quelque part une suppression, une volonté aussi de supprimer le papier en termes du stockage du papier, que ça soit dans les locaux. On peut au début raisonner en délocalisation et après on s'aperçoit que ça coûte aussi, par rapport, on verra tout à l'heure, au délai de conservation, il faut payer une prestation de stockage, même si elle est déportée, ou une prestation de navette pour rapatrier les documents, ainsi de suite. Donc, de toute façon, il y a un véritable intérêt à se préoccuper de la dématérialisation. Donc, le papier a toujours été une problématique et reste encore une problématique à part entière. Et en plus, il faut, par cette fluidité, cette sécurisation et pourquoi pas ce passage à la dématérialisation, à la facture électronique, je dirais, avoir une image, je dirais, de conformité et d'efficacité auprès des tiers. Donc ça, c'est important. Et c'est une recherche permanente. Ensuite, la réglementation, elle a beaucoup évolué. Même si depuis très longtemps, on peut faire de l'EDI, ça c'est pas nouveau. Faire de la facturation électronique, c'est pas d'aujourd'hui. Simplement, au départ, et ce qui a été, je dirais, la principale mise en œuvre, c'était à partir de protocoles et à partir d'accords, d'échanges qui ont permis de se mettre d'accord sur un format de fichier. Alors, c'était vrai dans l'industrie, dans la banque, ainsi de suite, où on mettait, c'est l'échange de fichiers informatisés qui permettaient à 2 services informatiques, entre guillemets, de s'échanger des fichiers qui étaient traités directement selon un format, des contrôles, ainsi de suite. Donc ça marche très bien, mais c'est très limité. Ça marche parce que quelque part, il est imposé par des géants de la consommation, de l'industrie haute, en disant voilà, nous on fonctionne avec telle plateforme de type dématérialisation en EDI, et c'est agréé, ça permet de faire de la dématérialisation aussi bien comptable que fiscale. On verra un petit peu, je dirais, comment ça a évolué, parce que c'était quand même assez restrictif. Ensuite, on pouvait, mais c'était très peu utilisé, et ça fait depuis un petit moment, utiliser aussi la signature des documents forme, quelle que soit leur forme, mais qui étaient certifiés au moins d'une signature fournie par un tiers de confiance. Ça existe depuis un petit moment, c'était très peu utilisé. On va voir un petit peu le pourquoi. La réglementation a beaucoup évolué depuis quand même. La réglementation, pour que ça soit opposable aujourd'hui au niveau fiscal, parce qu'en fait compte, on va voir la différence d'une démat, on vous parle souvent de dématérialisation comptable et une dématérialisation fiscale. Dématérialisation comptable, on peut se limiter à chercher de l'efficience, à prendre une facture qui arrive, que ce soit papier ou en pièce jointe de mail, peu importe. Et on ne parle pas de dématérialisation de facture à ce niveau-là. On parle à un moment donné de la possibilité de prendre une facture sous une forme numérisée ou nativement numérique et de la traiter au mieux dans un processus pour la traiter de façon efficace. On parle bien d'efficacité de traitement. Maintenant, quand on parle de fiscalité, c'est la possibilité de conserver un document en termes d'être opposable dans le temps au niveau une source numérique, un document électronique. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qu'il va falloir préserver. C'est l'opposabilité. Dieu sait que le problème d'une facture, ça reste quand même sa date de réception et son exigibilité en date de délai de paiement. Donc l'eurodatage va être un point important en termes d'opposabilité. L'intégrité et l'identité, une facture, elle n'est pas signée par une personne, je dirais, physique. On est plutôt devant une problématique d'imputabilité, ce qu'on appelle de personne morale. Donc là, il va y avoir des possibilités de signer, et de signer au sens un certificat serveur, on verra ces notions tout à l'heure, et de prouver l'imputabilité de
l'origine de la facture. Et ensuite, chose nouvelle, avec la facture électronique, je dirais, c'est l'archivage. C'est le fait de pouvoir conserver dans le temps, et en l'occurrence, on verra tout à l'heure, parce qu'on parle des fois de 6 ans ou de 10 ans si on parle comptable ou fiscal, de conserver tous les documents. Il n'y a pas que la facture. On peut même, à ce niveau-là, conserver ce qu'on appelle les pistes d'audit aussi, dématérialisées, au sens de la 42.013, dans un système d'archivage électronique, qui n'est pas une gestion électronique de documents en termes de stockage. Donc ensuite, les formats. Les formats, il faut aller de par la durée de conservation sur des formats de type pérenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas, même si c'est pas interdit, on ne va pas, je dirais, de se mettre sur des formats de type Word ou autres qui peuvent suivre des conversions ou de type Excel. On va essayer de trouver du PDF. On n'est pas obligé, mais il est recommandé de faire du PDFA ou de carrément des fichiers de format avec une pérennité de par leur format, que peut être XML, voire le DI, qui reste encore un format, je dirais, qui est depuis l'origine et qui continue à être aujourd'hui accepté évidemment en dématérialisation de facture. La dématérialisation de facture, quelle que soit la solution que vous allez retenir, elle doit pouvoir donc intégrer les différents formats dont on vient de parler, intégrer la signature électronique. On reviendra un petit peu sur cet aspect signature électronique, puisqu'il y a eu des évolutions avec l'ouverture avec l'Europe, et archiver la durée de conservation. Donc, c'est pas simplement un problème de production de documents de façon efficace et conforme, c'est aussi une problématique de préserver dans le temps la preuve, une fois qu'on l'a été et qu'on a produit les documents de façon efficace et conforme. Alors, hop, pardon. Voilà, donc le code des impôts, il a été un peu en retard sur beaucoup de notions de dématérialisation, mais il a quand même évolué, et il a évolué dernièrement pour, je dirais, intégrer maintenant la possibilité de, quand vous faites une dématérialisation, vous voulez dématérialiser, vous faire de la facturation électronique avec un partenaire, vous ne pouvez pas le faire sans son accord. Il y a cette notion d'acceptation du destinataire. Vous ne pouvez pas dire, moi je fais de la production de factures électroniques, mon destinataire il doit se débrouiller, il va l'accepter. Non, s'il n'accepte pas, lui, de traiter, parce qu'il n'est pas en mesure de le faire, c'est-à-dire recevoir et conserver au sens de la dématérialisation, c'est-à-dire avec un système d'archivage électronique votre facture, vous ne pouvez pas prétendre faire de la facturation électronique, dématérialisation de bout en bout. Donc ça, c'est assez important. Acceptation du destinataire. Il y aura donc une convention de preuve, on reviendra sur cette notion. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous imposer à vos destinataires de faire de la dématérialisation de factures. L'authenticité de leur origine. Donc, dès que vous émettez des documents électroniques, et en l'occurrence là, des facturations électroniques, il va falloir attacher au document et à la facture son origine, son imputabilité. Donc ça, c'est une chose. Et la possibilité d'avoir une empreinte pour ce qu'on appelle avec la signature et le certificat, donc pouvoir recalculer derrière l'intégrité du document au moment de sa production et pendant toute sa durée de conservation. Donc en l'occurrence des 10 ans qui seront à peu près la durée que tout le monde applique. Les garanties d'intégrité et d'identité donc vont se reposer sur des normes, sur des référentiels qui font qu'aujourd'hui vous allez avoir des normes, je dirais bien aussi bien de signature que d'horodatage, que d'archivage. Donc aujourd'hui, il y a un contexte normatif et de référentiel aujourd'hui qui permet d'avoir aujourd'hui des solutions qui existent sur le marché, évidemment, mais aussi des solutions qui peuvent être auditées, qui sont conformes aujourd'hui et qui peuvent permettre de renverser la preuve. On verra tout à l'heure si vous êtes sur des notions de solutions qui sont dites qualifiées. Alors, l'Europe a beaucoup fait évoluer, je dirais, ces dernières années et boosté un petit peu les notions de signature électronique. La France, je dirais, tant qu'elle était, je dirais, dans les téléservices et poussée plutôt par les services déconcentrés de l'État sur une notion de signature, il y a un référentiel qu'on appelle le référentiel général, je dirais, de sécurité, le RGS, imposer des niveaux de certificat au niveau des signatures qu'on appelait RGS 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, où je dirais c'était assez contraignant de mettre de la signature électronique, je dirais, sur certains documents, où il fallait pour certains niveaux d'ailleurs faire de la signature quasiment de personnes, donc personnes physiques, et des certificats remis en face à face. Donc de toute façon, ça devenait vraiment une très forte contrainte de dématérialiser en voulant être très très conforme à toutes les réglementations et tout ce qui était loi. La loi avec le HIDAS, donc qui était une possibilité déjà au niveau européen, une vraie réflexion européenne, qui était permis de faire reconnaître un document signé. Imaginez, vous produisez une facture en France, il fallait la rendre opposable à un destinataire qui soit en Allemagne, qui soit dans un autre pays européen. Donc il fallait vraiment que les différents États se mettent d'accord sur des niveaux de confiance
et de reconnaissance de services de confiance. Donc la loi eIDAS, ça permet à chaque pays d'avoir des laboratoires, d'avoir des processus et des procédures de qualification, de certification, que ce soit des certificats, mais pas uniquement de certificats. Si demain vous voulez par exemple du recommandé électronique, c'est un service de confiance qui va être reconnu aussi bien en France qu'au niveau dans tout pays européen. Donc, en fait, la norme française à travers eIDAS est complètement étendue à toute l'Europe. Et ça, c'est très important. En plus, la loi eIDAS a amené un certain pragmatisme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir signer des documents pas forcément avec des certificats, des clés USB, des certificats, je dirais, assez contraignants qui vous sont remis en face à face. Vous avez tous plus ou moins utilisé ce qu'on appelle les certificats à la volée ou éphémères, qui sont des certificats où il y a un code SMS qui vous est envoyé sur votre téléphone et qui permet de conclure, entre guillemets, une transaction électronique. Donc ça, c'est l'eIDAS a amené la reconnaissance aussi de ce type de signature. Donc ça permet de booster, ça permet de dynamiser aujourd'hui, je dirais, de créer une dynamique dans toute la partie dématérialisation. Donc eIDAS, il faut le voir comme une évolution au niveau Europe, c'est assez récent, qui permet au niveau de l'Europe d'avoir une reconnaissance aussi bien des signatures, on va en parler, que des eurodatage, que de tout service. Et quand on parle de service, ça peut être même un parapheur électronique, ça peut être un archiveur, ça peut être ainsi tous les services qui vont amener de la confiance électronique aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est assez important. On parle des durées. Les durées, il ne faut pas les oublier, c'est que produire un document électronique, c'est bien. Le produire de façon efficace, c'est bien, donc une facture et autres. Mais le but, c'est aussi de se donner tous les moyens de le conserver pendant les durées. Et pendant 10 ans, qui est la durée d'une conservation d'une facture, il peut se passer des ruptures technologiques. Donc le format, il faudra être très soucieux du format dans lequel vous allez produire le document et pendant lequel il va être conservé. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle des conversions de format qui seront assurées non pas par vous au sens de votre système métier, ERP métier ou même GED, mais par un système d'archivage électronique qui est là pour préserver la preuve. Donc ça fera partie des exigences qu'il faudra avoir sur un système d'archivage électronique, c'est d'être capable de vérifier l'intégrité permanente et d'assurer la conversion. C'est 10 ans, je dirais, qui sont la durée de prescription de comptable. Alors, la durée au niveau fisc, vous apercevez que vous avez des durées légèrement différentes. On parle souvent de 6 ans. Mais pour des raisons, je dirais, qu'il peut y avoir de contentieux, d'enquête et autres, d'investigation, il est recommandé de tout ramener à 10 ans. Donc c'est plus simple, comme ça, vous mettez vos écritures en conservation à 10 ans au niveau fiscal, que ça soit donc les factures et autres, ou la piste d'audit fiable, et comme ça vous êtes tranquille au niveau je dirais, de tout ce qui peut être audit, voire voilà, levée de contentieux. La réglementation. Les textes, on s'aperçoit qu'il y a des textes quasiment chaque année, pour pas dire plusieurs par année. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est assez récent, qui est arrivé en 2016, mais il y a eu des textes en 2017, qui vont permettre de considérer qu'à un moment donné, par cette ordonnance, que certains documents papier, une fois numérisés, vont pouvoir avoir la même valeur, je dirais, qu'un document nativement numérique. Alors ça, c'est assez nouveau. On va voir quelles sont les conditions. Pour nous, c'était quelque chose qui va révolutionner un petit peu le fait qu'il y avait une scission importante entre, par exemple, prenons le cas d'une facture papier qu'on recevait et une facture électronique que l'on aurait reçue, mais électronique au sens dématérialisé, pas la pièce jointe d'un mail et autres, donc qui sont bien deux processus différents. Et on devait conserver jusqu'à maintenant la facture papier qui était l'original. Donc on va pouvoir maintenant, avec une certaine évolution des textes, considérer qu'on peut faire aujourd'hui une conservation d'une facture papier une fois numérisée sous certaines conditions, en conformité, on va voir à un moment donné avec une norme qui est apparue récemment et qui va permettre de dire on peut détruire en tout cas, après analyse de risque en tout cas, on peut détruire la facture papier alors qu'on aura une simple copie, mais une copie qui est considérée comme une copie qualifiée, une copie fiable. Voilà. On peut faire la même chose d'ailleurs avec la piste d'audit, c'est exactement le même principe. Donc, ça va permettre en fin de compte de pouvoir conserver un environnement full électronique, que les documents qui sont arrivés, je veux dire que vous avez reçus, donc que vous n'êtes pas maître de la production puisque vous les recevez, va vous permettre de dire que je reçoive une facture papier, puisque je maîtrise pas la personne qui me l'envoie, parce que lui, dans son processus, il est toujours papier, ou que cette facture, mais je l'ai reçue dans un processus de dématérialisation complète, je vais pouvoir, dans mon système d'information, ensuite, les traiter de la même façon
et les conserver de la même façon dans ces systèmes d'archivage électronique. Voilà. Alors ça, c'est assez important, c'est assez récent. Donc on a ça depuis 2010, 2018. Donc il y a eu aujourd'hui, vous voyez, quand même des choses très récentes. Quand on parle de février 2018, on est quand même sur des choses assez récentes. Les premiers projets que nous avons accompagnés, que ce soit des assurances ou que ce soit des hôpitaux, donc avec dossiers de patients, des dossiers de patients qui étaient en traitement, en cours de traitement, ce qu'on appelle la file active. Donc quelque part des dossiers très sensibles où on nous a permis d'accompagner justement, parce qu'on a audité ces processus de numérisation, de pouvoir détruire ensuite des dossiers papier originaux au profit de dossiers électroniques. Donc ça, c'est très important, c'est une avancée énorme sur lesquelles les avocats n'osaient pas trop s'aventurer parce qu'il y avait un vide, je dirais, juridique et surtout normatif. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, c'est un point important et on pense sincèrement que ça va être une évolution qui est promise à un fort développement cette année, mais dans les années qui viennent. La prise de conscience fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir traiter le papier, je dirais, parce qu'on n'a pas la maîtrise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un existant et du papier qui arrivera toujours, parce qu'on n'est pas maître de tous les interlocuteurs, mais on va pouvoir les faire entrer dans des processus maintenant complètement informatisés et surtout leur donner une valeur de preuve. Alors, pas au même titre que s'ils avaient été électroniques dès l'origine, mais en tout cas, ils seront opposables. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est ce qu'on appelle la numérisation et la copie fiable, je dirais. Voilà, la mise en œuvre. La mise en œuvre est une vraie question. Il faut vraiment se poser la question dans la mise en œuvre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on cherche à faire. Supprimer des factures papier, il faut que ce soit un enjeu. Parce qu'au début, ce que vous allez chercher, vous, c'est surtout numériser des documents papier, des factures en l'occurrence, pour les faire entrer dans des processus pour être plus efficaces, c'est-à-dire capter des documents papier ou capter des documents en pièce jointe de mail parce que les factures vont vous arriver en pièce jointe de mail, pour les faire entrer dans des processus qui vont permettre de reconnaître les factures, d'aller chercher les informations à travers les reconnaissances dans votre ERP comptable qui va vous dire que c'est tel fournisseur, vous allez reconnaître l'IBAN, le SIRET, je dirais ainsi de suite. Vous allez pouvoir reconnaître par la notion de l'ADRAD toutes les informations élémentaires de la facture et remonter pourquoi pas les lignes de votre facture au niveau même de votre ERP. Donc tout ça, ça marche très bien. Mais là, on n'est pas dans de la dématérialisation au sens de la facture. On est dans de l'exploitation de la facture papier une fois numérisée pour en extraire les informations et les ramener dans un système d'information pour être efficace et pour générer ce qu'on appelle aussi des workflows et dans une circulation qui va vous permettre de générer des circuits de bons à payer. Mais ça, je dirais que c'est un enjeu important, c'est un enjeu d'efficacité, c'est un enjeu les délais d'ailleurs, vous allez pouvoir les réduire, garantir, sécuriser tous les échanges en interne et le retour et le paiement des factures en temps et en heure. Mais là, on n'est pas dans la dématérialisation de factures. On est simplement dans la numérisation de factures où l'exploitation de factures qui vous arriveront en pièce jointe de mail pour les traiter de façon le plus efficace. Ça, c'est quelque chose qui pouvait se faire depuis déjà bon nombre d'années et pour lequel beaucoup de sociétés se sont déjà engagées et qui marche très bien. L'idée, c'est que la facture qui est arrivée là, en facture papier ou en facture pièce jointe de mail, elle n'était pas une facture dématérialisée au sens du fisc. C'est-à-dire qu'à la rigueur, la facture papier qui était arrivée, il fallait la conserver papier et l'archiver, parce que c'est celle qui était opposable. Donc il y avait une dissociation entre l'efficacité du traitement et la conservation au titre de preuve ou au titre d'audit, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, vous étiez toujours contraint à avoir une piste d'audit fiable pour pouvoir faire le chaînage en cas d'audit, pour pouvoir rapprocher une facture de sa commande et ainsi de suite, et toutes les écritures comptables. Donc, de toute façon, là, on était vraiment dans une logique comment exploiter mes factures, qu'elles arrivent papier ou qu'elles arrivent en pièce jointe de mail, de façon le plus efficace possible. Donc ça, c'est un autre problème. On n'est pas dans de la dématérialisation, je dirais, fiscale, voilà, des factures. Donc, mais pour moi, c'est un point important et c'est par là qu'il faut commencer. Donc, quelque part, la numérisation de vos factures papier, sans tri préalable, il n'y a même pas de notion, je dirais, d'analyse de risque. On met tout ça sur le chargeur. Ensuite, il y a des outils qui savent très bien trier les factures en fonction de code analytique, de destinataire, peu importe, et qui vont ramener ça dans des bannettes et qui vont déclencher des workflows de traitement. Donc ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, des outils de GED adossés avec des moteurs de workflow travaille très bien avec une ladrade en amont. Ça, aujourd'hui, l'évolution de ces dernières années qu'on peut noter quand même, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait des notions d'apprentissage
assez classique des factures, parce qu'il n'y a pas un taux de reconnaissance qui est 100%. Hein. Au mieux, on va atteindre les 70 ou 80%. Il est très rare d'atteindre les 90%. Mais et là, dernièrement, les solutions qui commencent à faire parler d'elles se dirigent sur des notions de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, plutôt une approche sémantique, et qui peut dépasser un petit peu, en tout cas, ces pourcentages, et qui sont assez proactifs. En tout cas, il y a une évolution aussi dans ce mode aujourd'hui de reconnaissance et d'apprentissage. Maintenant, le rapprochement, ce qui est important des factures, c'est de pouvoir, et ça, je vous encourage toujours à le faire, même dans une logique, je dirais, non dématérialisation, c'est-à-dire purement d'efficacité. On cherche simplement en amont à traiter les factures de façon efficace. Débrouillez-vous toujours pour faire un chaînage entre les factures et en amont les commandes, ainsi de suite. C'est-à-dire le chaînage qui permet de dire on ne peut pas avoir une facture si on ne peut pas justifier d'une commande en amont, ainsi de suite. Donc là, on est dans une logique comptable et d'audit qui permet d'avoir une piste d'audit fiable. Donc ça, c'est assez important. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faut aussi, quand vous faites cela, c'est d'avoir une véritable intégration de votre solution avec votre logiciel ERP. Hein. Pour être efficace, votre solution, je dirais, de numérisation, elle ne peut être efficace que si les contrôles qu'elle fait et le recollement d'informations se fait à partir évidemment des référentiels que vous avez dans votre ERP comptable. Ça, c'est important. Et bon, ça tombe sous le sens, mais c'est important. Ensuite, la gestion automatique, c'est tous les processus de validation, les workflows, je dirais, les case management qu'il peut y avoir derrière pour le traitement de la facture, qui font que vos utilisateurs aujourd'hui vont se reconnaître et vont être de plus en plus efficaces, je dirais, dans le traitement de ces factures, des circuits de bons à payer. Donc ça fonctionne très bien. Mais si vous êtes aujourd'hui dans une logique où vous allez vouloir conserver à terme que la partie numérisée et la partie, je dirais, électronique, vous allez devoir vous doter, au-delà du LADRAD et de la GED, vous allez vous doter d'une solution de système d'archivage électronique et de coffre-fort numérique, qui sont aujourd'hui le seul moyen de conserver les documents en termes de preuves dans le temps. Donc ça, c'est assez important. Et on va voir la distinguo avec une copie conforme. Parce que là, simplement numériser, comme on l'a vu auparavant, reconnaître de façon efficace la facture et les éléments qui la composent pour la traiter de façon efficace, on est dans une logique d'efficience. On n'est pas dans une logique de conformité. La logique de conformité, on va la voir maintenant, c'est une logique qui va permettre à un moment donné de respecter certaines conditions. Donc la conservation conforme, c'est vraiment la possibilité de dire, parce que rien ne sert de mettre dans un système d'archivage électronique une facture papier qui n'a pas été numérisée de façon conforme ou une facture qui n'arrive pas de façon nativement électronique, qui est une facture signée, horodatée, etc. Vous allez mettre dans un système d'archivage électronique un document qui ne pourra être au mieux, qui ne pourra pas être opposable. Donc de toute façon, qui ne pourra pas servir de preuve. Voilà. Donc ça, faire très attention. Donc on va voir la partie papier parce que c'est la partie quand même la plus problématique. La partie papier, il va falloir à un moment donné vous posez la vraie question. Pourquoi je veux dématérialiser mes documents papier? Alors déjà, faire un petit peu l'inventaire. Parce que dans le domaine comptable, on parle beaucoup de factures, mais il n'y a pas que la facture. Il y a les livres, les registres, on parlait aussi de la piste d'audit fiable et autres. Donc il va se préoccuper de savoir ce qu'on veut dématérialiser. Hein. Le périmètre et surtout la durée. Une fois qu'on l'a dématérialisé, c'est-à-dire que quand on dit dématérialiser, ça veut dire qu'on ne va conserver dans le temps que la partie électronique, le document électronique, combien de temps il va falloir le conserver pour le rendre opposable? Parce que vous vous rendez bien compte que rendre opposable un document pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une problématique technique différente que pendant 10 ans, ne serait-ce qu'au niveau du format du document. Voilà. Donc ensuite, il faut poser la question de qu'est-ce que vous allez gagner, quel est votre ROI, quel est votre risque, est-ce que pour vous c'est un enjeu, un document papier, une facture papier. Une fois que vous l'avez traité de façon efficace, après numérisation, après la mise en GED et déclenchement des workflows pour le traiter de façon efficace, est-ce que c'est vraiment un problème pour vous de conserver ce document papier, cette facture, comme vous le faites aujourd'hui, au titre de preuve? Parce que si c'est pas un problème d'efficacité, de coût de stockage et autres, mais je dirais vous vous lancez pas là-dedans. Prenez cette facture papier, si vous en avez en plus une question de volume, stockez-la chez vous, délocalisez-la, et au jour où il y a un contentieux de titre de preuve, vous sortez votre document papier. Il faut vraiment que ça fasse partie d'une stratégie. Hein. Il faut que ça fasse partie d'un véritable enjeu. Parce que de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, dématérialiser de bout en bout, de toute façon, il faudrait que ça soit fait avec l'accord du partenaire. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, se poser, outre les questions de dire on va imprimer le courrier, le stockage physique, il faut vraiment intégrer aujourd'hui les documents, et pas que la facture, et vraiment l'intérêt de le faire. Il est risque aussi, si vous n'avez pas toutes les conditions de production et de conservation. Alors,
Parlons de la numérisation. La numérisation d'une facture, une facture qui vous arrive en papier, votre premier problème, c'est de pouvoir le numériser, ce qu'on appelle de façon fiable, de façon fidèle. Donc cette notion est subjective au départ. Et c'est pour ça qu'il y avait 2 articles du Code civil qui existaient, mais que personne n'exploitait, qui étaient la copie fidèle et durable. La notion de fidèle, à part des officiers ministériels qui pourraient attester un document conforme, personne ne peut le faire. Vous ne pouvez pas vous auto-proclamer en disant j'ai numérisé et c'est conforme, c'est fidèle, c'est pas possible. Donc il manquait un cadre, je dirais, un peu normatif, et qui dit normatif, avant d'être normatif aussi réglementaire et juridique, maintenant on a la totale, tant mieux, et qui permettait de dire comment faut-il numériser. C'est pas simplement je vais dans le couloir, j'ouvre un multifonction, un scan et j'obtiens une copie PDF de mon document. Si c'était ça, ça serait bien simple. Donc il va falloir à un moment donné pouvoir assurer cette fidélité, cette conformité ou cette copie qualifiée. C'est le terme qui est utilisé dans le dry text. Et pour cela, il va falloir à un moment donné documenter, c'est-à-dire il va falloir définir qui numérise. Est-ce que la personne est formée pour numériser, c'est-à-dire les contrôles qu'elle va faire? Un document de tant de pages, est-ce que le résultat va faire tant de pages? Est-ce que la page blanche qui était le verso d'un contrat, il a bien donné lieu à une numérisation de cette page blanche? Est-ce que le niveau de calibrage du scan me permet d'avoir une intelligibilité du document, c'est-à-dire la restitution fidèle de toutes les nuances qui pouvaient être faites sur le document. Et à part le logo, je dirais que même toutes les couleurs d'une facture doivent être respectées. C'est tout bête, mais dans une facture, le fait de mettre en évidence sur une facture, si vous aviez des couleurs sur le papier qui étaient des couleurs rouges, par exemple, quand c'était du négatif, je dis n'importe quoi, si c'est pas restitué au sens de la numérisation, le juge, parce que ça restera lui, de toute façon, dans son intime conviction qui pourra prononcer s'il y a un contentieux, considérera que vous n'avez pas donné un document numérique fidèle. Donc, il faut faire très attention, c'est que selon la typologie des documents, je dis bien le risque associé au document, il va falloir à un moment donné lui donner des conditions de fidélité qui pourront aller très loin. Donc, ce ne sera pas simplement le contenu, les données, mais aussi la forme associée à la restitution du document. Donc ça, c'est une démarche qui est assez importante, qui ne pourra pas se limiter à simple numérisation sur un scanner. Donc, il faudra documenter tout ça. Il faudra documenter l'organisation, les processus, les acteurs, donc qui fait. Il faudra tracer cela. Il faudra avoir une journalisation de toutes les étapes de cette numérisation. Il faudra prouver que votre scan, sur lequel vous avez numérisé les documents, sont bien calibrés par échantillonnage, ainsi de suite, pour montrer qu'ils assurent une fidélité du document une fois numérisé. Donc, pour cela, il y a une norme qui est la 42026, d'accord, qui a été élaborée par la FNTC. Nous sommes auditeurs sur cette norme, donc on la connaît pas trop mal, qui permet quelque part de créer et de rédiger une convention de numérisation. C'est une sorte de politique de numérisation dans laquelle les personnes disent on est conscient des risques, on a telle activité, voilà typologie des documents, dont la facture, et voilà comment on va la numériser, et voilà comment on va la contrôler, quelles sont les métadonnées, et ainsi de suite, tous les contrôles associés. Donc ça, c'est important, il faut l'écrire, ces processus, un peu à la mode ISO 9001, je dirais, une approche qualité. Il va falloir à un moment donné identifier ces documents, ainsi de suite, faire montrer les contrôles qualité qui sont faits, les contrôles en quantité et en qualité, avant la mise en GED et la validation des documents, avant que ça parte en circuit de bon à payer, une fois qu'on a validé le document. Donc tout ça, c'est important et c'est ce qu'il va falloir produire en cas de contentieux. Donc là, vous êtes sur une notion de ce qu'on appelle la copie, ce qu'on appelait traditionnellement la copie fidèle, maintenant ce qu'on appelle la copie qualifiée. La notion de durabilité, c'est la notion de préservation. Une fois que vous avez fait ça, on pourrait dire que votre document, il est très proche, votre document électronique résultant de la numérisation est très proche de son original papier. Très bien. Là, on peut le prouver, on peut le démontrer du moins, puisqu'on démontre quelque chose et on apporte de la force probatoire à ce qu'on démontre. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir conserver cette preuve dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité. Donc là, on va tomber devant le problème plutôt du système d'archivage électronique, la norme 42013 dont on a parlé tout à l'heure, qui fait qu'une fois que la preuve a été produite, l'idée, c'est après, il faut la préserver dans le temps. Il faut que dans le temps, il y ait des contrôles d'intégrité permanents, ainsi de suite, qui font que la preuve elle est toujours là, il n'y a pas eu de corruption. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Alors la mise en œuvre. La mise en œuvre, il faut savoir qu'elle n'est pas que technique.
il va falloir au niveau du juge, et n'oubliez pas, vous êtes dans un système souverain en France, hein, en tout cas, où l'intime conviction du juge fait qu'il va falloir lui démontrer certaines choses. Avant qu'il envoie un expert regarder le service informatique, il aime bien tout ce qui est documentaire, tout ce qui est documentation. Donc en l'occurrence, définir une politique d'archivage, politique de numérisation, politique de production documentaire, politique donc de numérisation et surtout de conservation derrière. On peut appeler ça politique d'archivage. Donc, qui fait que vous allez décrire, en fait, compte, associé au document, l'analyse de risque associée et les moyens que vous allez mettre en place pour conserver du document électronique. Donc, une politique de sécurité de système d'information, ce qu'on appelle une DICT, qui permet quelque part de dire comment je garantis que mes documents ils sont toujours disponibles. Le D de DICT, c'est ça, disponible. Donc là, on tombe sur des notions très connues en informatique qui font que le document, on garantit qu'en cas d'audit ou de contentieux, le document, on peut pas dire on le trouve plus, il est pas là ou il est pas disponible. Non. Il faut garantir sa disponibilité, il faut garantir son intégrité. Le I, c'est intégrité. C'est peut-être un des points les plus forts au niveau du maintien de la preuve. Le C, c'est la confidentialité. Hein, je ne tomberai pas dans le travers du RGPD, mais le C, c'est la confidentialité. Un document, il doit être confidentiel. Il doit pouvoir être accédé que par les personnes ayant droit, ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose. Et surtout dans la consultation à distance et quand il y a des accès par réseau de certains documents. Le T, c'est la traçabilité. Alors je dirais que le T, la traçabilité, c'est un peu le pendant de l'I, l'intégrité. C'est que le T, c'est tout ce qui va permettre de garantir dans le temps tous les accès qui ont été autorisé ou non d'ailleurs aux documents pour lesquels il pourrait y avoir un contentieux, la facture. Voilà. Donc ça, c'est le T de traçabilité. Donc quand vous passez un passage progressif à la facture électronique, ça peut se faire en 3 temps. Au départ, vous allez automatiser, vous pouvez pratiquement, vous êtes producteur, par exemple, vous allez dire à un moment donné, vous pouvez envoyer toutes vos factures sans changer les habitudes par courrier. Donc à un moment donné, les personnes vont recevoir par le courrier, mais vous allez pouvoir les produire de façon électronique. Donc, mais électronique, vous dématérialisez pas. Vous avez toujours une génération de PDF et vous envoyez vos facturations de façon papier, puisque vos interlocuteurs, vous pouvez pas leur imposer. Donc ça va se faire progressivement. Mais vous vous mettez en capacité déjà de produire du document électronique au sens PDF, hein, j'entends. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire courrier plus facturation électronique. Vous allez avoir une mixité. Et vous allez pouvoir ensuite, en fonction de la maturité de vos interlocuteurs, leur proposer de ne faire que de l'envoi de factures électroniques. Mais comme vos interlocuteurs, pour certains, et vous n'aurez jamais, je pense, il faudra attendre pas mal de temps, une totalité de vos interlocuteurs qui seront en capacité de traiter de la facturation électronique, hein, de bout en bout, c'est-à-dire que vous produisez la documentation électronique, horodatée, signée, avec un format pérenne, hein, c'est ça, si je prends un raccourci, et que eux, de leur côté, vont être capables de le préserver dans un système d'archivage électronique, certains vont se dire non, c'est trop cher pour moi, j'ai pas les moyens, même si aujourd'hui, il existe des solutions de tiers, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces solutions chez vous, vous pouvez l'avoir chez des tiers archiveurs aujourd'hui, agréés par l'État et reconnus en termes de fédération des tiers de confiance. Donc, certains peuvent très bien vous dire, pour des raisons économiques ou d'autres, dire non, nous, on veut toujours nos factures papier. Mais vous pouvez très bien leur dire aussi, écoutez, pas de problème, mais moi, l'original électronique que j'ai produit, je vais vous le mettre à disposition pour vous sur un portail. Vous aurez vos factures à disposition et ça vous permettra de ne pas freiner votre projet de dématérialisation de factures électroniques. Beaucoup de nos clients aujourd'hui prennent ce biais pour se dire, sinon vous êtes au milieu du gué, vous allez avoir certains de vos fonds d'interlocuteurs pour lesquels vous ne pourrez pas produire de la facture électronique de bout en bout. N'oubliez pas ce qui était dit au début, vous ne pouvez le faire qu'avec l'accord du partenaire. Hein, en convention de preuve, ça s'appelle. Voilà, donc ça c'est important, l'accord du partenaire, ce qui vous permet à un moment donné de peut-être offrir un service en disant je produis la facturation électronique et pour ceux qui ne sont pas prêts ou qui ne peuvent pas, je mets à disposition cela dans un portail qui lui-même est adossé à un système de coffre-fort numérique. Voilà, donc vous n'êtes pas le seul décideur dans ce type de numérisation, donc il va falloir inciter, il va falloir motiver aussi vos interlocuteurs par des délais, par une sécurisation, un tas de choses au niveau des paiements et autres, qui font que vous allez les inciter à passer sur la dématérialisation électronique. Voilà. Et la convention de preuve, c'est important. C'est un acte dans lequel vous allez rédiger toutes les modalités de fonctionnement, c'est-à-dire dire à partir de maintenant, ça peut être certains de nos clients mettent ça dans des clauses générales ou des clauses particulières, dans des contrats et autres, qui disent voilà, nous, quand on va échanger entre nous, on a une confiance dans le système électronique qui va être mis en place, on accepte
dans un système, données échangées par mail, sécurisé plus ou moins d'ailleurs, hein, les risques peuvent être appréciés de part et d'autre, en disant voilà le document qu'on va échanger, et on considère et on reconnaît que ces documents ont une valeur de preuve entre nous. Donc demain, ça veut dire que s'il y avait un contentieux, les deux partenaires, un des deux partenaires pourra pas réfuter en disant ben moi j'étais pas d'accord, j'étais pas au courant, ainsi de suite. C'est très important. Un juge va beaucoup apprécier ce type de document. Voilà. On demande probablement, alors c'est important, c'est pas une conclusion, mais c'est important, c'est que vous allez vous apercevoir qu'on va demander beaucoup plus de choses au niveau du document électronique. Alors on parle de la facture aujourd'hui, mais c'est vrai d'une façon globale. Dès qu'un document électronique va remplacer un document papier, on va lui demander, lui exiger beaucoup plus de choses en termes de sécurité. La signature, qui va vérifier une signature manuscrite aujourd'hui, ben, pourtant la signature électronique, on va y faire beaucoup de contrôles et ainsi de suite. Donc, il faudra faire très attention. Et ce qui va amener il peut amener une certaine complexité. Donc, recommandation, n'allez vers de la dématérialisation que si vous maîtrisez bien, je dirais, l'intérêt, hein, je dirais le ROI ou les risques et les risques associés. Et peut-être commencer par des flux plutôt que par d'autres, ainsi de suite. Donc, c'est de la conduite du changement. Hein, ça va bousculer aussi les processus en interne. Je dirais, ce qui est important et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que je dirais grâce à la numérisation et la copie fiable, enfin on a une réponse pour gérer le mode hybride, le mode mixte, c'est-à-dire le facture papier. Voilà. Voilà un petit peu, j'arrive aux échanges libres à peu près dans le timing. Oui, en effet. Merci Roger. C'est même, comment dire, presque bluffant parce qu'avec tout ce flux d'informations que tu nous as partagé, de rester dans les délais, c'était vraiment très intéressant et très nouveau dans la manière d'échanger. Et j'ai hâte en effet, on est aux échanges libres. J'ai hâte de voir les questions qui vont arriver. N'hésitez pas, donc il y a le chat que vous avez sur votre écran. Alors, une première question, c'est ah bah oui, ça c'est comment faire cohabiter le papier et les factures dématérialisées. Ça pose quand même un souci. Aujourd'hui, il y en aura de plus en plus. Je prolonge un peu la question, Roger, mais elle est adressée. Il y a de plus en plus de factures qui vont arriver naturellement dématérialisées, mais des factures qui vont arriver en papier. Comment on va gérer cette cohabitation? Oui, alors c'est vrai que c'est une question importante pour laquelle il y avait encore 2 ans, on était vraiment nous embêtés pour y répondre parce que la rupture, c'est la rupture dans le métier, c'est-à-dire que les utilisateurs dans un service d'instruction de facture, hein, donc étaient sur je dirais pas vulgairement le cul entre deux chaises, c'est-à-dire quelque part ils étaient embêtés, ils avaient à traiter une logique de facture papier qui arrivait traditionnellement par courrier et autres, qu'on leur envoyait, et un flux de factures électroniques pour lesquels eux, intellectuellement, était très difficile d'ailleurs de dire quelle est celle qui avait le plus, à un moment donné, de valeur probatoire que l'autre, parce que n'oublions pas, une facture pouvait arriver, ça arrivait classiquement, par le papier, mais aussi pour gagner du temps, des fois en pièce jointe de mail. Donc, que faisait le service? Eh ben, il a traité, et ça nous arrive tous les jours encore aujourd'hui, il a traité celle qui était en pièce jointe de mail, alors que juridiquement et fiscalement, elle n'a pas de valeur. Simplement, on avait une confusion parce qu'il fallait être pragmatique, hein, et le Code général des impôts avait un peu de retard quand même, faut être honnête, hein, en disant, bah nous, on traite la facture quand elle est arrivée comme ça, c'est un PDF, peu importe, en pièce jointe de mail, on a les éléments, on est d'accord, elle correspond au montant, ou à la commande, bon, bah, on allait assez vite, mais ce que vous deviez conserver en cas d'audit du fisc ou de document à produire, ce document, ce PDF, il avait aucune valeur. Il n'était pas aujourd'hui recevable. Donc quelque part, c'était quasiment la facture que normalement vous aviez reçue, parce que des fois on la recevait même pas en papier en parallèle. Donc quelque part, on était vraiment très mal. Alors les utilisateurs, quid des utilisateurs, parce que quelque part, vous imprimez une facture qui est dans un mail en pièce jointe d'un mail. Ben, je défie tout le monde de voir la différence entre celle-là et la facture qui aurait été reçue par courrier, à part le fait que par courrier, il y a peut-être un tampon et encore qui dit qu'il est arrivé tel jour, ainsi de suite. Hein, il faut savoir que la facture dans le temps, par courrier papier, elle avait une valeur dans le sens où elle était avec son enveloppe et le cachet de la poste faisant foi, qui permettait de faire déclencher un délai de réception et donc dit normalement de paiement. Mais on est bien loin de cette origine. Donc le problème du PDF reçu par mail,
Ben, tout le monde le traite aujourd'hui, tout le monde le traite. Faut pas être hypocrite et nous les premiers. Mais fiscalement, on n'était pas, c'est pas le document qui était recevable. Donc quelque part, pour revenir au débat, aujourd'hui l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut quasiment, si on a bien travaillé, demander aux métiers de traiter dans leur réception de documents, quelle que soit la source, qu'elle soit papier, numérisée, qu'elle soit nativement numérique, ensuite de déclencher ce qu'on appelle nous des workflows, des processus métiers, qui sont les processus à définir en disant les interlocuteurs selon les montants, selon les codes qui sont dans les factures et l'organisation interne, je dirais, de chacun, plus ou moins complexe évidemment. On va faire circuler le document, mais cette fois-ci sous forme électronique. On s'interdit de faire circuler le document papier. C'est facile en plus à faire aujourd'hui, puisque je répète, le document qui arrive sous format papier, qui va demeurer papier parce que vous en aurez toujours papier, on fait en sorte de le numériser, de lui donner une valeur, si l'enjeu est là, de preuve ou pas. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut voir. Pour certains, ils vont dire, moi, je le numérise pour le rendre efficace, pour le mettre dans un workflow, mais je garde quand même cet original papier parce que ça me coûte pas cher et je préfère le garder, ainsi de suite. Pourquoi pas? On peut le faire, ça aussi. Pour d'autres, ils vont dire non, ce papier, moi, il m'encombre, il me coûte cher, j'ai pas envie de le gérer. Je peux faire en sorte maintenant, grâce à cette nouvelle loi et cette nouvelle réglementation, de fait de dire je le numérise de façon fiable pour faire en sorte qu'il devient comme s'il était, je dis bien comme s'il était, un document électronique à l'origine. Donc, faisons abstraction de cette partie amont de l'arrivée de la facture, qu'elle soit papier ou électronique, puisque maintenant on a des solutions. Une fois que le document il a été numérisé ou qu'il soit nativement numérique, on le fait rentrer dans des process métiers qui sont des règles simplement métiers qui vont dire le document tel montant, est-ce qu'il a bien l'IBAN, le SIRET, est-ce qu'il a bien c'est un règlement partiel, total, peu importe. Mais là, on tombe vraiment dans des logiques métiers qui sont maîtrisés par les métiers, qui vont raisonner en workflow, en processus, en escalade, en délai, ainsi de suite, et ensuite en mise en GED avec les liens avec le RP comptable, et ainsi de suite. Donc là, on est dans quelque chose de très classique, traditionnel. Et après, évidemment, le document qui a été traité, il faut se préoccuper. Est-ce que ce document, on l'a eu en électronique en amont, signé, tout ce qui va bien, redaté parce que je rappelle les conditions, et on veut le conserver au titre de preuve, il faut un système d'archivage électronique. Est-ce que ce document, il est papier en amont? Et donc, vous voyez, c'est plus les métiers qui se préoccupent de ça. Là, ça devient maintenant des solutions un peu plus techniques. Le métier, on l'a franchi de tout ça. Le métier, lui, il a vu un document visuel au niveau électronique qui est arrivé dans un workflow et on lui a demandé avec un rapprochement de la commande ainsi de suite de dire bon à payer, pas payer, est-ce qu'il y a eu livraison, est-ce qu'il y a service fait, ainsi de suite. Mais une fois que cette logique métier, donc la vérité, la partie technique, je dirais juridique, contentieux, ainsi de suite, on va la gérer en amont au niveau de la réception de la facture électronique papier et en aval sur la partie conservation. Et au milieu, on laisse tranquille les métiers. On leur demande à eux d'être simplement efficaces dans leur circuit de délai de sécurisation. Et ça, aujourd'hui, il y a tous les moyens de le faire. Je dirais, enfin, les quelques entreprises qu'on accompagne maintenant en termes de démat comptable et fiscal, j'insiste, ces 2 dernières années, maintenant avec les nouvelles possibilités, mais il y a une efficacité et une conformité maintenant sans problème. Voilà. Mais on ne leur demande pas à ces métiers et on les perturbe pas en leur disant c'est un document papier, un document électronique, ainsi de suite. On les a franchis de ça. Ils sont eux, il faut pas qu'ils se soucient de ça. Ils ne traitent que de l'information comptable contenue dans des factures. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a toutes les solutions. Et juste une dernière petite question, Roger, puis on conclura là. Mais Ouais. aujourd'hui, l'avenir des factures, dans le si on fait un peu de prospective, là, je vois une question. Là, quid de l'EDI? Je prolonge la question, mais demain, est-ce qu'il y aura encore des factures ou est-ce que l'EDI va se généraliser? Est-ce qu'il y a des tendances là-dessus? L'EDI qui Non, veut dire l'EDI, si tu veux, ça a été une réponse d'informaticien dont j'ai fait partie, je serais longtemps dans la banque, où on pouvait mettre des flux structurés entre des protocoles très sectoriels. En fin de compte, tu es dans l'industrie, la banque, c'est facile. Ou même le grand commerce, patron Auchan, tu veux bosser pour Auchan, ben il faut leur envoyer les factures et il l'impose à tout le monde. Mais c'est assez hégémonique comme approche. Tu peux pas demander ça. Nous, on va travailler ensemble tous les deux. Si je te envoie une facture ou tu m'envoies une facture, je peux pas t'imposer une approche EDI, c'est impossible. C'est d'accord. impossible. Donc l'EDI n'est pas aujourd'hui la solution d'avenir pour toute la partie facturation qui nous encombre tous les jours. Donc la preuve, c'est que l'État l'a bien compris. Pour ceux qui pratiquent la plateforme Chorus, qui est la plateforme où on veut, quand tu veux facturer l'État, depuis Oui, maintenant c'est obligatoire pour tout le monde, depuis le 1er janvier d'ailleurs, c'est que quand tu veux facturer l'État aujourd'hui, tu peux déposer un simple PDF,
même pas signé, pas signé. Tu peux déposer de l'EDI, tu peux déposer de l'XML structuré, enfin, tu peux déposer du PDF signé, parce que on a besoin aujourd'hui de solutions beaucoup plus pragmatiques, parce qu'on vise aussi une efficacité et on essaie et on évite de se mettre de la surenchère aujourd'hui au niveau voilà. Et le dit de toute façon, c'était une des solutions historiques qui reste toujours, hein, mais qui pour moi ne s'applique premièrement qu'à des domaines très sectoriels, très structurés, et aussi pour des flux. Je vois mal de l'EDI, moi, je t'envoie de la facture au fil de l'eau, je vais te faire l'EDI. Enfin, pour moi, ça me paraît pas adapté, quoi, voilà, et trop contraignant. Merci beaucoup, Roger, d'avoir animé ce webinaire et la fin de la journée, donc avec ce quatrième webinaire. Merci à tous d'avoir participé. On vous donne rendez-vous le 26 mars pour la prochaine journée autour des directions des ressources humaines. On vous enverra des communications sur l'agenda de cette journée, qui est pas complètement sec parce qu'on a encore quelques rendez-vous à fixer, mais qui sera intéressante, je vous le garantis. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup, Roger, encore. Merci à tous d'avoir consacré du temps aujourd'hui et cette heure-là. Et à très bientôt. Merci, merci bien. Au revoir.